Bonjour Yves Lavandier, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Bonjour, Monsieur Verger. On ne vous présente plus, mais je vais vous présenter quand même. Donc, vous êtes une des sommités du scénario français, puisque vous avez écrit la dramaturgie il y a longtemps et qui a fait référence. Et donc, en termes d'expertise de scénario, vous êtes l'un des plus grands noms français. On peut dire ça, voilà. Vous voulez ajouter quelque chose, non, pour vous présenter? Non, je suis aussi réalisateur, surtout scénariste et consultant en scénario. Et théoricien. Ok, alors aujourd'hui, c'est une interview un peu spéciale. C'est pas pour parler de théorie du scénario comme dans vos autres interviews, mais plutôt pour s'intéresser à ce qui se passe en ce moment, ce phénomène de libération de la parole chez les scénaristes. Qu'est-ce qui se passe chez les scénaristes? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots le souci? Oh ben, le souci, il n'est pas récent, il date même probablement de la naissance du cinéma. Le souci, c'est que les scénaristes ne sont pas respectés par leurs partenaires. Ils ne sont pas respectés par les réalisateurs, ils ne sont pas respectés par les producteurs, ils ne sont pas respectés, ils sont même pas respectés par les journalistes, encore moins. Ils ne sont pas respectés par les diffuseurs, les décideurs et même le public, j'ai envie de dire. Le public se contrefout, ne sait même pas qu'il y a un scénariste, enfin, pas tous les publics, mais la plupart. Il y a même des gens, encore aujourd'hui, qui s'imaginent que les comédiens inventent leurs dialogues. Donc vous voyez le niveau, mais c'est vieux comme le monde. Billy Wilder, au début des années 40, vous savez qu'il était scénariste avant de devenir réalisateur. Il était scénariste, il écrivait en particulier pour Lubitsch, mais pas seulement. Et un jour, il était en train d'écrire pour un film qui s'appelle Hold Back the Dawn, je ne me souviens plus du titre français, avec Charles Boyer dedans. Et on lui apprend que Charles Boyer refuse de parler à un cafard, parce que il y avait une scène où le personnage, par Charles Boyer bien entendu, mais le personnage joué par Charles Boyer était censé se confier il était dans une geôle, je crois, et il était censé se confier à un cafard qui passait sur le mur. Bon. Et Charles Boyer a refusé catégoriquement de tourner la scène, sous prétexte que Monsieur Boyer ne parle pas à un cafard. Bon, c'était bien sûr un effet. Bon. Vous savez ce que Billy Wilder a fait à partir de là? Il est devenu réalisateur. C'est cette anecdote qui lui a donné envie d'arrêter d'écrire pour les autres, parce qu'en fait, le réalisateur de Hold Back the Dawn n'a pas été fichu d'insister et de dire à Boyer, mais tu fais ce qu'on te demande de faire, point final. Et Ouais. Wilder a dit, puisque c'est comme ça, c'est moi qui vais réaliser. Et il n'est pas le seul. John Huston, Woody Allen, Francis Weber. Il y a plein de scénaristes qui sont devenus réalisateurs parce qu'ils en avaient marre d'être maltraités. Billy Wilder disait toujours, le scénariste, c'est celui qui fait le lit et c'est le réalisateur qui rentre dedans. Bon, ben voilà, et ils deviennent réalisateurs parce qu'ils ne le supportent plus. D'accord. C'est un peu votre parcours aussi, non? Puisque vous avez réalisé aussi Oui, 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 oui. Moi, c'est un peu différent. Je voulais être cinéaste dès le début. J'ai commencé comme scénariste, surtout de télévision, mais un petit peu de cinéma. Et j'ai été maltraité comme tous ces témoignages qu'on voit aujourd'hui sur Paroles de scénaristes. J'ai vécu ça. J'ai été sous-payé, j'ai été négligé. Enfin, oui, oui, j'ai payé pour apprendre. Qu'est-ce que vous appelez exactement négliger? Vous avez un exemple de ça? Oui, il y en a plein. Si vous allez sur Paroles de scénaristes, il y a plein de témoignages. Je parle même pas d'être convoqué sur le casting, d'être convoqué dans la salle de montage, mais simplement être invité à l'avant-première. Il y a des scénaristes qui sont même pas invités à l'avant-première. Il y a des scénaristes dont le nom n'apparaît même pas sur le dossier de presse. Il y a pas longtemps, l'une des commissions de l'avance sur recette a convoqué pour discuter d'un projet le réalisateur, alors que le réalisateur n'a pas écrit une ligne. Et la scénariste, je crois que c'était une femme, a même pas été convoquée. Elle était quand même peut-être plus à même de défendre le projet. L'avance sur recette, c'est donc des commissions par le CNC pour avoir de l'argent avant même de faire le film, c'est ça? Oui, Pour oui, recueillir des financements. oui, c'est le Centre national de la cinématographie française
accorde des aides au cinéma, au film français. Il y a deux types d'aides, les aides dites automatiques qui dépendent de ce que les producteurs ont déjà fait avant, et l'aide dite sélective, qui est en fait une aide accordée sur le scénario par des commissions, par des lecteurs. Voilà, donc c'est un peu la loterie et copinage, on va dire. Pourquoi pas? Il faut le savoir, c'est tout. Ce qui quand même serait la moindre des choses, c'est que quand on demande aux auteurs de venir défendre un projet, on demande à la principale autrice plutôt qu'au réalisateur. Mmh. Et vous, qu'est-ce qui vous est arrivé, par exemple, personnellement, en termes de négligence? Je ne sais pas si vous voulez en parler, mais ça pourrait être plus concret. Je me reconnais dans quelques-uns des témoignages de paroles de scénaristes. Je vais vous raconter une histoire qui est advenue à Francis Weber, et parce qu'en plus, ça n'épargne personne. Monsieur Weber, quand même, dans les années 80, c'est-à-dire dans les années 80, il avait déjà fait L'Emmerdeur, Le Grand Blond, Le Jouet, La Chèvre. Bon. Il s'est fait piquer un projet par Eddie Murphy. Mais vraiment, lisez les mémoires de Francis Weber, il raconte ça très bien. Il s'est fait piquer un projet par Warren Beatty. 2 projets par des Américains. Comment il s'est fait piquer ça? Alors, les détails, je ne m'en souviens plus. Il a proposé le sujet. D'ailleurs, c'est devenu un film d'Eddie Murphy, je crois que ça s'appelle Un prince à New York. Il a proposé des high concepts à des studios et je crois qu'il l'a proposé à la boîte de production d'Eddie Murphy qui a dit oui, non, et qu'il l'a fait dans son coin, carrément. Il m'est arrivé des choses comme ça, et il m'est arrivé aussi une aventure qui est arrivée à Francis Weber. Je vous parle de Francis Weber pour 2 raisons. D'abord parce que je ne suis pas là pour pleurnicher sur mes aventures personnellement, et puis pour dire que ça arrive aux plus grands, si vous voulez. En 73-74, Weber écrit intégralement le scénario du Grand Blond avec une chaussure noire, pendant que Yves Robert, qui le produisait et allait le réaliser, s'occupait de produire un film pour Pierre Richard, Les Malheurs d'Alfred ou Le Distrait, je ne sais plus. Yves Robert n'a pas écrit une ligne du scénario. Bon. Il rajoute une petite scène, même pas une scène, une image, un plan qui ne sert strictement à rien. D'ailleurs, si vous regardez le film, c'est Pignon, je crois, il s'appelle, donc Pierre Richard, qui est en train de faire du canot au bois de Boulogne, sur un lac. Bon, c'est tout. Yves Robert rajoute ça dans le scénario, et il met son nom au générique comme co-scénariste. D'accord. Voilà. Et j'affirme, je suis persuadé que si Georges Lautner, Édouard Molinaro, Yves Robert et les autres avaient traité Francis Weber correctement, peut-être que Francis Weber ne serait pas passé à la réalisation, comme Woody Allen, Billy Wilder, John Huston et tant d'autres, et peut-être que Lautner, Molinaro ou Yves Robert auraient le dîner de con dans leur filmographie. Ce que je veux dire, c'est que cette maltraitance, elle est stupide. Ouais, ça ne profite à personne, ouais, évidemment. Exactement. Alors, ça profite sur le court terme à des réalisateurs et des producteurs. À très court terme, si. Ça satisfait leur ego et leur volonté de pouvoir. Enfin, ça, c'est un profit quand même qui est très léger. Oui, un peu l'argent, mais bon, tout ça, c'est personnel en plus. C'est bon. Mais est-ce que ça profite aux diffuseurs, aux décideurs, aux spectateurs, aux chaînes? Je ne suis pas sûr. Il y a un proverbe anglo-saxon très connu qui dit « Pay peanuts, get monkeys ». Payez des cacahuètes et vous aurez des singes. Et ça marche pas seulement dans le cinéma et l'audiovisuel d'ailleurs, ça marche dans tous les domaines. Quand vous maltraitez les gens, quand vous ne leur faites pas confiance, quand vous les payez, quand vous les sous-payez, eh bien, ils ne donnent pas leur maximum. Pour plein de raisons, ils se sentent quand même maltraités, et puis en plus, ils ont besoin de vivre, donc ils vont partager leur temps ailleurs, ils vont travailler ailleurs. Donc si vous voulez un bon scénario, il faut respecter les auteurs, les scénaristes. Il faut les payer correctement, il faut les créditer correctement. Sinon, vous aurez des singes et vous aurez de la merde. Je suis désolé, mais vous aurez de la soupe. Alors, bon, oui, je pense que les décideurs le savent, ça. Et je dirais qu'il y a 2 catégories de décideurs. Décideurs, c'est producteurs, diffuseurs, les chaînes de télé, etc., etc. Les plateformes aussi, mais les plateformes, ça va peut-être changer les choses. Mais les décideurs, ils le savent. Inconsciemment, ils savent bien que quand on maltraite quelqu'un, il ne donne pas le meilleur de lui-même, quand même. Bon, c'est logique. Et c'est vrai dans tous les domaines. C'est vrai dans la mécanique automobile, dans la gastronomie, et dans l'audiovisuel. Bon. J'émettrais quand même un petit bémol, c'est que le scénario est un milieu si compétitif et entre guillemets aussi artistique.
Ce qui fait qu'on peut quand même avoir pas mal de jeunes gens prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes pour rien du tout parfois. Oui, alors c'est l'exception qui va confirmer la règle, c'est-à-dire que en fait, il faut que les jeunes gens en question, qui sont prêts en effet à donner le maximum d'eux-mêmes, sans être payés, parce qu'ils démarquent, c'est une opportunité, etc., etc. Parfois, je dirais même souvent, ils n'ont pas encore toutes les compétences. Ils n'ont pas l'expérience d'un scénariste de 30-40 ans. Bon, de 30-40 ans d'expérience, un scénariste de 60 ans, par exemple. Donc, je pense que en moyenne, ce n'est pas un bon calcul. C'est un très mauvais. Mais les décideurs qui, à mon avis, connaissent ça, ce facteur-là, il y a deux sortes en fait. Il y a ceux qui n'en ont rien à cirer parce que de toute façon, ils produisent de la soupe pour remplir des tuyaux. Et si, c'est vrai. Et je peux comprendre en plus parce que quand vous voyez, il y a certaines séries ou certains unitaires ou même certains films, franchement, je ne vais pas être méchant, mais et ça marche en plus. C'est ça qui est terrible. C'est que ça peut avoir du succès public, ça peut avoir de l'audience. Donc, quand vous êtes décideur, vous vous dites, c'est pas la peine de se casser à aller chercher Billy Wilder ou Francis Weber ou William Goldman pour remplir ces tuyaux-là. Bon. Donc là, je peux comprendre. Et là, c'est logique. Maltraitons les scénaristes. Pressons-les comme des citrons. Mais quand vous voulez faire quelque chose de qualité, là, à ce moment-là, comme Un village français ou Le Bureau des légendes, par exemple, eh bien là, vous respectez trois critères. Vous mettez le scénario au centre du dispositif, vous mettez le scénariste au centre du dispositif, donc ça veut dire vous le respectez, en l'occurrence Éric Rochant ou Frédéric Krivine, et vous prenez un scénariste compétent. Parce qu'il ne suffit pas de mettre le scénario, il faut aussi mettre le scénariste au centre du dispositif. Et il ne suffit pas de mettre le scénariste, il faut aussi qu'il soit compétent. Ce qui n'est pas le cas, on n'est pas tous compétents. Je m'inclus dedans. Dans le cinéma français et l'audiovisuel français, il y a des scénaristes incompétents, il y a des scénaristes faibles. Et on n'est pas tous des Billy Wilder, il faut être honnête. Bon. Oui, et ça dépend du domaine aussi. Il y en a qui sont plus ou moins forts en comédie, etc. Absolument. De temps en temps, les décideurs ne sont pas idiots et ils savent que leur intérêt, c'est de respecter le scénariste. Mais c'est l'exception, malheureusement. Mais alors là, quand je vous entends vous exprimer comme ça, on est encore dans une vision très je suis une petite chose et l'univers m'utilise, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce que je me demandais, c'est en voyant tous ces scénaristes qui se regroupent donc autour de la page Facebook Parole de scénaristes avec tous leurs témoignages, etc. Et puis en voyant aussi des organismes comme la Guilde des scénaristes grossir de plus en plus. Est-ce qu'il n'y a pas des solutions que les scénaristes eux-mêmes pourraient mettre en œuvre, allant du plus radical au plus léger, du soft power dans les médias ou des énormes grèves? Enfin, je ne sais pas du tout, mais quelles sont les solutions en fait? J'imagine que vous avez réfléchi à ça. Oui. Alors grève en France, c'est pas possible parce que aux États-Unis, les scénaristes peuvent faire grève parce qu'ils sont tous syndiqués à la Writers Guild. Ils sont obligés, c'est une obligation. Et donc, quand la Writers Guild, leur syndicat dit demain, tout le monde se met en grève, vous ne pouvez pas trahir, vous ne pouvez pas travailler en douce et trahir la consigne, si vous voulez. En France, bien entendu, ça n'existe pas. Pourquoi on ne peut pas faire une Writers Guild à la française? C'est quoi le problème? Je ne sais pas, dès qu'on crée une norme en France, les gens descendent dans la rue pour défendre leur liberté. Alors, entre libertés individuelles et libertés individualistes, il y a parfois un petit fossé, mais bon, je ne sais pas, peut-être qu'on peut essayer, mais en tout cas, aujourd'hui, si certains font grève, d'autres prendront la place. Donc, je pense que ce n'est pas ça la solution. Ah ouais. En tout cas, aujourd'hui. J'ai du mal à imaginer pourquoi. Enfin, aux États-Unis, où ils ont quand même la réputation d'être beaucoup plus individualistes qu'en France, etc., ils ont réussi à faire ça. Et en France, on n'y arriverait pas. Ça me paraît étrange. Non, parce que non, alors, je ne sais pas s'ils sont plus individualistes aux États-Unis, mais en tout cas, ils sont plus respectueux de l'artisanat, des différents artisanats du cinéma. Nous, on est des artistes. Le cinéma, c'est un art. L'audiovisuel, un peu moins en France. Et on ne contraint pas un artiste. Un artiste est un être libre. Vous comprenez? Bon. Les artistes pourraient décider eux-mêmes de se contraindre. Enfin bref, peut-être que ça ne s'est pas fait juste parce qu'il n'y a pas assez de gens qui ont essayé, c'est tout. Oui, peut-être. Moi, j'ai d'autres solutions à proposer à mes camarades. C'est de ne pas travailler, parce que c'est quand même eux les victimes. S'ils ne font pas d'ailleurs ce que je vais proposer dans 2 secondes, ils se font avoir. Donc, ça peut les inspirer.
c'est de ne pas écrire une ligne, même un pitch, sans contrat ni chèque. D'abord un contrat ne suffit pas, il faut un chèque ne suffit pas, sauf si vous me donnez 1 million d'euros. Moi, si vous me donnez 1 million d'euros, je veux bien me faire entuber, pas de problème. Pas de contrat. Okay. Mais il faut les deux. Et même, attention, il faut que sur le contrat, même un petit contrat d'option, même il n'y a pas longtemps, parce que bon, moi je me suis fait avoir au début quand j'étais jeune, comme tout le monde, hein, j'ai payé pour apprendre, et puis après j'ai commencé à dire non, ça suffit, et à exiger ce dont je vous parle. Et ben, il n'y a pas très longtemps, il y a, je ne sais plus, 5 ans peut-être, 10 ans, je ne sais plus, on m'a demandé des pitchs pour un projet de série télé. C'est un producteur qui voulait aller voir les chaînes. Je lui ai dit, OK, envoie-moi un contrat et un premier chèque avant que j'écrive quoi que ce soit. Et sur le contrat, même si c'est une option, un contrat d'option, même si c'est pour des pitchs, sur le contrat, il faut qu'il y ait les crédits au générique. Il y a un truc, par exemple, qui est terrible, c'est quand vous avez une idée, que vous la soumettez à un décideur et qu'en fait, comme les idées ne sont pas protégeables, eh bien, il vous la pique et il la fait écrire par quelqu'un d'autre. Il faut que sur le contrat, il soit stipulé que l'idée vient de vous. Voilà. Si tous les scénaristes, vous souhaitez que tous les scénaristes fassent grève. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit possible, mais si tous les scénaristes Non, c'est parce que je m'interroge sur les solutions. Ouais, si tous les scénaristes faisaient ce que je viens de vous dire, il n'y aurait plus de témoignages sur parole de scénariste. D'accord, mais tout ça, ces choses-là, ce qu'on voit beaucoup sur parole de scénariste, on voit qu'ils négocient avec eux-mêmes et qu'ils disent c'est le début, c'est ceci, c'est cela. Comment exiger un chèque et un contrat quand on n'a rien fait ou qu'on a fait peu de choses? C'est difficile, non? Oui, c'est difficile. C'est quand même la loi. Et nos interlocuteurs le savent. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit de démarcher un guichet, une chaîne de télé par exemple, avec des projets dont ils ne possèdent pas sous option les droits d'exploitation. Ils n'ont pas le droit, c'est illégal. Alors, on pourrait demander à nos députés d'obliger et de condamner les guichets, les chaînes de télévision, si elles ne réclament pas le contrat d'option quand elles lisent un projet. Une chaîne de télévision qui est démarchée par un producteur sur des pitchs, sur un sujet, sur un scénario, sur un synopsis, n'importe quoi, devrait systématiquement exiger le contrat d'option qui correspond au projet avec lequel elles sont démarchées. Elles ne le font pas, probablement parce qu'elles n'en ont rien à cirer et parce qu'elles savent que beaucoup des gens qui les démarchent n'ont pas le contrat d'option. Nos députés devraient faire passer une loi qui condamne ces gens-là, qui oblige les chaînes à réclamer ça et qui les condamne si elles ne le font pas. Sauf que nos députés, on voit ce que c'est avec la culture en ce moment. Pour moi, un député français et la culture, c'est comme une poule avec un couteau. Donc, non, je crois qu'on peut pas exagérer, on ne peut pas mettre tant de gens dans le même panier. Il faut simplement peut-être les sensibiliser au problème. Voilà, vous avez raison. Pas de généralité, surtout pas de généralité. On leur enverra la vidéo, on verra bien. Voilà, on va leur envoyer. Voilà. Bon, une autre solution, réaliser. Passer à la réalisation. C'est beaucoup plus facile de réaliser que d'écrire un bon scénario. D'accord, mais après ça peut s'apparenter à une fausse solution parce que ce serait un peu comme de dire ce métier est impossible, bah, changer de métier. Non, il faut aussi rendre possible les conditions du métier. Ou alors, dans ce cas, on n'aura que des scénaristes réalisateurs. On n'a rien résolu dans ce cas. Il faut quand même pouvoir admettre qu'il y ait des gens qui puissent avoir envie d'écrire et pas de réaliser, quoi. Oui, absolument. Maintenant, je préfère des scénaristes qui deviennent réalisateurs que des réalisateurs qui se croient scénaristes. Et moi, ça ne me dérange pas de voir des films de Woody Allen, Billy Wilder, John Huston, Francis Ford Coppola ou Francis Weber, voyez-vous. Bien sûr. Est-ce que les scénaristes ne devraient pas être des salariés comme les autres finalement? Pourquoi ce statut particulier? Est-ce que c'est pas ça qui les met un peu dedans avec cette histoire de droit? Comme tu auras les droits du film, du coup on ne paye pas en attendant, du coup dans 80% des cas en fait c'est très compliqué. Est-ce qu'ils ne devraient pas juste être des
des salariés avec possiblement un intéressement sur les recettes du film. Ce ne serait pas forcément obligatoire, mais est-ce que ça ne résoudrait pas une grande partie du problème? Non, je ne pense pas. D'abord, c'est déjà le cas. C'est quand même très rare que des scénaristes travaillent pour rien du tout dans l'espoir d'être payés si le film se fait, ou la série, ou l'unité, ou le produit audiovisuel se fait. Le gros problème du scénario et des scénaristes, depuis le début, depuis 1895, hein, ou enfin bon, depuis 1905, on va dire, c'est qu'ils ont besoin d'être payés, parce que toute peine mérite salaire. Et le problème, c'est qu'on n'a pas d'argent. Les gens qui sont censés les payer n'ont aucune assurance que le film va se faire, Ouais. que la série va se faire. Et donc, tout ce qu'ils investissent, ça peut être à perte. C'est beaucoup plus facile de payer un chef machiniste, un directeur de la photographie, un comédien, un réalisateur, un régisseur, une script, etc. Quand on a fait tout le tour des guichets, qu'on a obtenu 1 million de Canal+, 500 000 euros de TF1, 1 million de machin, etc., qu'on a réuni son budget et qu'on a l'argent pour tourner. À ce moment-là, c'est hyper simple de payer des techniciens ou des artistes même, comme le compositeur, et encore les compositeurs, ils ne sont pas très bien payés, mais enfin, ils sont quand même payés, comme le réalisateur, comme les comédiens, enfin voilà, les artistes, les techniciens, les artisans. Quand vous avez fait le budget, votre tour de table, c'est facile de les payer. Payer quelqu'un pour écrire un projet dont on n'a aucune assurance qu'il va se faire un jour, ça fait mal où je pense, si vous voulez. Et donc, ils ont du mal à signer le chèque, quoi. C'est une prise de risque plus importante, ouais. Est-ce Ah qu'on bah oui. pourrait imaginer que des chaînes ou des plateformes et leurs scénaristes à plein temps qui les engagent en CDI, quoi? Ce serait pas bien? Si, pourquoi pas. C'est ce qui se passait dans les années 30, 40, 50 aux États-Unis, dans les studios. Billy Wilder, d'ailleurs, dont je vous parlais, Charles Brackett et d'autres, étaient engagés à l'année, salariés comme scénaristes à l'année dans des studios. Et ils passaient d'un scénario à l'autre. Il y a d'ailleurs plein de scénarios, plein de films sur les scénarios desquels sont passés 5, 10, 15 scénaristes. Une taylorisation du travail qui, je ne sais pas, que je n'imagine pas dans le pays des artistes. Oui. Bah, c'est vrai Mais qu'en France, on est vraiment scénario et scénariste égale artiste, donc artiste égale œuvre, chacun son œuvre, etc. Donc, force est de constater que on n'est plus forcément les meilleurs là-dedans non plus. Donc peut-être qu'il faut apprendre de ce qui se passe ailleurs dans le monde. oui, Et c'est vrai. ça peut créer des confrontations bienvenues, etc. Enfin, je sais pas. Ouais, ouais, mais c'est quand même un tout petit peu en train d'évoluer grâce aux séries, mais pas les nôtres, grâce aux séries américaines. À la fin des années 90, quand sont arrivés en prime time sur les télés françaises, Urgence, Ali McBeal, Friends, etc., on a commencé, le PAF, le fameux paysage audiovisuel français, a commencé à prendre de sacrés baffes. Et ensuite, les scuds se sont enchaînés, Les Sopranos, Breaking Bad, South Park, enfin, etc., etc. Et Downton Abbey, Happy Valley, enfin, il y en a des tonnes. Et on s'est rendu compte que on était ringards, quoi, en gros, honnêtement. Allez. Il faut bien le dire. Ouais. C'est vrai que toutes les séries à succès ces dernières années, bon, on en a 3-4 en France que vous avez citées tout à l'heure. On pourrait peut-être rajouter 10%, je sais pas. Enfin, on a quelques séries qui marchent et qui sont de qualité, mais sinon, c'est vrai qu'ils en ont des centaines aux États-Unis, quoi. Donc, c'est. Bon. Et on a commencé, il y a une prise de conscience du fait que le scénario doit être mis au centre du dispositif. Plus difficile parce que ça veut dire laisser le fauteuil du pouvoir. Il faut mettre aussi le scénariste au centre du dispositif et en plus un bon scénariste, un scénariste compétent. Mais tout ça, c'est en train de venir lentement. Et puis, il y a peut-être une autre révolution qui va aussi nous aider, c'est l'avènement des plateformes, c'est-à-dire Netflix, Amazon Prime, HBO Max, etc. Et vous savez pourquoi? Parce que ils ont une audience planétaire. Oui, donc ils peuvent plus segmenter. Ils diffusent, voilà. Ils peuvent d'abord s'adresser à des niches, mais à en fait une somme de niches finalement, ce qui représente au final beaucoup de monde.
donc proposer des choses plus pointues à plein de gens sur la planète. Ça veut dire aussi que les comédiens n'ont plus besoin d'être bankable, parce que nos comédiens bankable en Argentine, au Sénégal ou en Indonésie, personne ne les connaît, donc on s'en fiche. Et le critère principal, ça devient la qualité du scénario. Parce qu'en fait, les Suédois, les Argentins, les Sénégalais, ils sont sensibles aux grands principes intemporels et universels de la narration, et après, ce qui ne vous empêche pas en plus de faire une œuvre d'auteur, de transmettre une vision très locale, très culturelle, si vous utilisez les outils de la dramaturgie, les outils universels et intemporels de la dramaturgie. Donc c'est le triomphe de la qualité au détriment du people, en fait. C'est une bonne nouvelle pour les comédiens aussi. Absolument. Pour les comédiens non bankable, c'est-à-dire 99% des comédiens. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Ok. À voir, à voir. Moi, j'attends de voir ce que l'avènement des plateformes va générer, mais ça peut être une bonne nouvelle. Ouais. Ok. Donc, si je résume au niveau des solutions, ce qui vous semble pour l'instant le plus juste, c'est pas forcément des solutions collectives, mais plutôt chacun dans son coin, se respecter, quoi. Bien sûr, bien Ouais. sûr. Après, depuis combien de temps est-ce qu'on conseille ça? Depuis assez longtemps, il me semble, à mon avis. Vous dites pas ça depuis hier. On continue à voir des gens se faire avoir. Donc peut-être qu'à un moment, il y aura des solutions collectives à trouver, je sais pas. Alors, on conseille la solution du contrat et du chèque avant de fournir la moindre ligne. On la conseille depuis 20 ans. Moi, j'ai été membre de l'Union des scénaristes et ensuite, ça s'est appelé l'Union Guilde des scénaristes, puis la Guilde des scénaristes. À la fin des années 90, 97, 98, on proposait cette solution-là. Le problème, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est les jeunes qui arrivent sur le marché et ne se sentent pas la position dominante pour imposer quelque chose d'absolument professionnel, parce que si vous dites ça, sauf si vous avez affaire à vraiment des salopards, si vous avez affaire à des gens qui vous disent « Non mais attends, mon petit coco, tu devrais déjà me remercier de te solliciter, tout juste si tu ne devrais pas me payer moi, donc tu ne vas pas en plus réclamer de l'argent. » Bon, alors si vous avez affaire à quelqu'un comme ça, vraiment, la seule solution, c'est couper le téléphone, c'est lui faire un doigt d'honneur et faire autre chose de votre vie, parce que je vous garantis que de toute façon, vous allez vous faire entuber et ça va mal se finir. En fait, c'est une forme de test. Exigez un contrat et un chèque gentiment, mais exigez fermement, mais gentiment, mais fermement. Et en fonction des réactions, vous allez voir très vite avec qui vous avez intérêt à travailler et avec qui vous pouvez blacklister. Mais oui, il faut blacklister, mes amis scénaristes, auteurs. Nous devons blacklister les producteurs et les décideurs, les diffuseurs salopards. Bien sûr. Voilà. On peut faire un blacklistage sur Facebook, par exemple. Ben oui, mais c'est toujours des témoignages anonymes. Il faut que la peur change de camp. Ok. Et j'ai encore une autre petite question. Vous parliez aussi des journalistes et des spectateurs. Ça, on n'a pas du tout parlé des solutions. Qu'est-ce qui pourrait être la solution, par exemple, des émissions où on accueille les scénaristes, négocier dans le contrat de faire partie de la promo, ce genre de choses? Il y a beaucoup de journalistes. Vous voulez que je vous raconte, on a le temps, je vous raconte une petite histoire? On a tout le temps, on est sur YouTube. D'accord. Je raconte une petite. Enfin, c'est pas moi qui la raconte, c'est Tom Schulman. Tom Schulman, c'est l'auteur, le scénariste du Cercle des poètes disparus, écrit par Tom Schulman, réalisé par Peter Weir en 1989. Et Tom Schulman, c'est lui qui le raconte. Hein. Tom Schulman reçoit l'Oscar du scénario des mains de Jane Fonda. Et puis le protocole veut que Jane Fonda et le récipiendaire de l'Oscar, donc Tom Schulman, passent dans les coulisses en salle de presse pour être interviewé par des journalistes. Et on est en 90. À l'époque, Jane Fonda commençait à fréquenter Ted Turner. C'est une info importante. Jane Fonda et Tom Schulman arrivent en salle de presse et Jane Fonda dit « Messieurs de la presse, Tom Schulman, Oscar du scénario pour le Cercle des poètes disparus. » Jane, est-ce qu'il va y avoir un mariage avec Ted Turner et tout? Comment ça se passe avec Ted et tout? Jane Fonda absolument consterné. Enfin, monsieur, c'est pas ma soirée, c'est la soirée de Tom Schulman. Posez des questions à Tom Schulman. Et là, blanc. Une assemblée de journalistes blancs. Et au bout d'un moment,
Tom, qu'est-ce que vous pensez du mariage de Jane Fonda avec Ted Turner? C'est pas une blague, ça? Non, non, non. Ça, ça ressemble beaucoup à une blague. C'est Tom Schulman qui raconte ça là-dedans. Et Jane Fonda Vous embêtez pas. elle a dit, OK, that's it, interview over. Et ils sont sortis. Bon, alors, Oui, tous les c'est jours. une culture. Il y a une culture du scénario à distribuer. Rome ne s'est pas faite en un jour, c'est sûr. Voilà, ben, on se bat pour ça. Moi, je me bats avec mes livres, la dramaturgie, construire un récit, évaluer un scénario. Je n'arrête pas de parler de ça depuis 26 ans. Oui, oui, on se bat. Les syndicats se battent. Paroles de scénaristes, et moi, je trouve ça très bien, hein, se battent. Maintenant, bon, il y a des journalistes qui sont plus intelligents que ceux auxquels Jane Fonda et Tom Schulman ont eu affaire. Mais il y a quand même une espèce dans l'inconscient culturel européen, pas anglo-saxon, mais très européen, il y a cette idée que, au cinéma surtout, qu'il y a un seul, c'est la fameuse politique des auteurs, il y a un seul artiste, un seul auteur, c'est le réalisateur. Ouais. Voilà. Et donc les scénaristes, ils sont méprisés, y compris par les journalistes qui ne s'intéressent qu'aux réalisateurs. Non, pas tous, mais c'est aussi la communication qui est faite comme ça. Enfin, c'est un truc qui s'entretient. Mais même à la SACD, moi, j'ai jamais compris pourquoi les réalisateurs avaient droit à 40% des droits d'auteur sur un film. Et les scénaristes, 60%. Je trouve ça. Que les réalisateurs qui sont aussi des auteurs, c'est la loi de 1957, le Code de la propriété intellectuelle qui le dit. Que les réalisateurs soient considérés comme des auteurs, c'est tout à fait légitime, c'est normal. Qu'ils aient des droits d'auteur, c'est normal, mais 40%. Mais quel pourcentage vous paraîtrait plus juste? Pourquoi ça vous paraît injuste? 20, 15 ou 20. D'ailleurs, les réalisateurs de télévision n'ont pas 40%. Ils ont, à vérifier, mais ils ont 15 ou 20%. D'accord. Alors, quand c'est Godard, moi je veux bien, mais Godard, moi je lui donne 100% des droits d'auteur, hein, puisque de toute façon, il n'y a pas de scénario. Mais Oui, mais pourquoi ce pourcentage précisément? Comment vous le justifiez? ben, je le justifie par, après c'est une explication, je le justifie par cet inconscient culturel, par la politique des auteurs. Je voulais dire comment vous justifiez vous Il me semble que les scénaristes, dont le réalisateur est souvent d'ailleurs en France, le scénariste est quasiment toujours co-auteur, hein, bon, co-scénariste. Le réalisateur, pardon, est très souvent co-scénariste. Mais un auteur, c'est oui, quelqu'un qui crée du sens. Bon, je pense que les scénaristes créent, et pas seulement les scénaristes d'ailleurs, les romanciers qu'on adapte, les dramaturges qu'on adapte, les scénaristes de bande dessinée qu'on adapte, sont beaucoup plus auteurs que le réalisateur. préciser quand même pourquoi 20%? C'était un nombre un peu au pif ou c'est par rapport, par exemple, le scénariste travaille 7 mois et le réalisateur travaille 2 mois? C'est pas une question de temps, c'est pas une question de temps de travail. Alors oui, bien sûr, les scénaristes travaillent plus que le. Enfin, un réalisateur, il peut passer un an sur un projet, hein, entre la préparation, le tournage, le montage, toute la fin. Oui, il peut passer 6 mois, un an sur un projet. Non, c'est pas le temps de travail, c'est l'apport en tant qu'auteur, l'apport de sens. Alors moi, je vous dis 20. Ça peut être 15, ça peut être 25, mais en gros, c'est parce que 40 me paraît totalement exagéré, et d'autant plus exagéré que tous les réalisateurs, à 99%, sont aussi co-scénaristes. Donc, il y a des réalisateurs. Quand Yves Robert met son nom au générique du Grand Blond avec une chaussure noire comme co-scénariste, je ne sais pas s'il a pris la moitié des 60%, mais s'il a pris la moitié j'espère que non. Je demanderai à Francis Weber, mais s'il a pris, vous vous rendez compte, s'il prend la moitié des 60% alloués au scénario, ça veut dire qu'il se retrouve avec 40 plus 30, 70% de droits d'auteur et 30 pour Weber.
Donc, pourquoi 20? Parce que 40, c'est trop, et parce que 0, ce serait abusif, donc il faut leur donner un petit... Ok. Qu'est-ce que vous vouliez dire sur le SACD et le CNC? Mais la SACD et le CNC sont victimes d'une idéologie, parce que c'est une idéologie. Les idéologies, il n'y en a pas que des religieuses, des politiques, des sociales, des économiques. Il y a des idéologies culturelles aussi. Et vous savez que le principe d'une idéologie, c'est de créer la carte avant le territoire. Les sciences observent le territoire et en déduisent une carte. Les idéologies créent d'abord la carte et ensuite essayent de vous convaincre que ça correspond au territoire. Bien entendu, ça ne marche jamais à 100%. Et l'idéologie en question, c'est de considérer que le seul, ou même, le seul, c'est dégueulasse, mais le principal auteur d'un film qui raconte une histoire, parce qu'il y a des films qui ne racontent pas d'histoire, il y en a très très peu, mais il y en a. Patrick Bokanowski, Marcel Hanoun, Neil, enfin, il y a des films qui sont comme des peintures animées, si vous voulez. Bon, il y a 0 scénario. Bon, non, mais ça existe. Moi, je trouve ça très respectable. On appelle ça du cinéma expérimental. Il y a un court-métrage, par exemple, d'un Norvégien qui s'appelle Deep, que je trouve sublime. Ça dure 10 minutes, ça raconte rien du tout, mais c'est extraordinaire. Bon, voilà, on est dans la peinture, si vous voulez. De l'art graphique, ouais. D'accord. Mais quand vous racontez une histoire, affirmer que le principal auteur d'un film qui raconte une histoire, c'est son réalisateur, c'est nier le réel. D'abord, c'est illégal en France, le code de la propriété intellectuelle. C'est dégueulasse pour tous les autres collaborateurs, parce que c'est un art de collaboration, le cinéma. C'est dégueulasse humainement pour tous les collaborateurs, et puis c'est faux artistiquement. Mais cette idéologie, elle imprègne tout le cinéma français et européen, d'ailleurs continental, pas britannique, anglo-saxon, mais continental. Elle imprègne, et ça date pas de la nouvelle vague, comme tout le monde vous le dit. Ça date des années 20. Ça date de Germaine Dulac, d'Élie Faure, de Ricciardo Canudo, tous ces intellectuels des beaux-arts. Élie Faure, c'était un spécialiste de la peinture, pas du cinéma, qui ont décrété, à juste titre, que le cinéma était un art, formidable, je suis d'accord, mais sauf qu'ils en ont déduit aussitôt qu'il ne pouvait y avoir qu'un seul artiste, le réalisateur. Mais ça, c'est bizarre quand même comme conclusion. Pourquoi, du fait qu'on produise un art, il peut y avoir qu'un seul artiste? Par exemple, quand on fait une pièce de théâtre, tout le monde reconnaît que tous les comédiens sont artistes, que le metteur en scène et l'auteur sont artistes. Parce que ce sont des gens qui venaient de la peinture, des beaux-arts, où il n'y a du roman, de la musique, où il n'y a qu'un seul artiste. Et si vous commencez à dire que l'art ou qu'une œuvre d'art se dilue dans la collaboration, c'est moins noble. Voilà, c'est plus somptueux, c'est plus glorieux qu'il n'y ait qu'un seul auteur principal, on va dire. En musique, d'une certaine façon, il y a un compositeur, mais il faut aussi des musiciens et un chef d'orchestre, hein, c'est pareil. Bon. Mais voilà, il y a cette obsession, comme dans le roman et comme dans la peinture ou la sculpture, c'est qu'il n'y a qu'un seul artiste, une espèce de demi-dieu, et si vous diluez ça dans la collaboration, c'est nul. Ok. Bon. Ben, merci de vous avoir fait sourire. C'est pas un sujet très drôle en fait. Hein. Non, pas du tout, mais moi, toutes les choses malheureuses ont tendance à me faire rire aussi, malheureusement. Vous devriez écrire de la comédie, hein. Vous êtes fait pour ça. Moyen de dépense, ouais. Bah, j'essaie. Okay. Bon, bah, bon courage. Yes. Merci beaucoup, Yves Lavandier, d'avoir fait cet entretien avec moi. Merci à vous. Très plaisant, très instructif, et je vous souhaite bonne continuation pour la suite. C'est quoi les projets? Une bande dessinée. C'est vrai? Trop bien. Ouais, elle est en cours de dessin, et c'est une expérience fabuleuse dont j'aurai l'occasion de reparler parce que j'apprends beaucoup de choses sur les différences. Et alors là, pour le coup,
voilà, c'est un exemple qui, vous le prendrez ou pas, mais j'ai écrit un scénario pour le cinéma dont personne n'a voulu. Bon, ça arrive. Classique. C'est pas grave. Non, mais il y en a qui m'ont pas répondu, il y en a qui ont dit non, ça me plaît pas, il y en a qui m'ont dit oh, formidable, qu'est-ce que c'est bien écrit, mais j'ai pas envie de le faire. Bon, d'accord. Voilà. Tout ça, c'est le même résultat. Et donc, j'ai eu l'idée de le proposer à des éditeurs de bande dessinée. J'en ai accroché 4, figurez-vous, et des gros en plus. J'ai signé avec Albin Michel et avec l'éditeur, Martin Zeller, il s'appelle, on a discuté de à qui on pourrait le proposer pour le dessin. Parce que alors moi, en dessin, autant je peux peut-être diriger les comédiens et dire vous mettez la caméra là et tout, etc. En dessin, il vaut mieux pas que je m'en mêle. Bon. Et on a trouvé une dessinatrice formidable qui s'appelle Carole Morel, ouais. et qui a adoré le scénario, qui en plus était disponible alors qu'elle travaille pas mal. Donc les conditions idéales, et voilà, c'est parti, elle a commencé à dessiner mon scénario. Trop bien. Ouais, et alors ce qui est extraordinaire, et la grosse différence avec le cinéma, c'est pour ça que je vous en parle, c'est que si vous écrivez un scénario et que vous le confiez à un réalisateur français, vous allez me dire encore que je fais une généralité, mais bon, partons sur ce principe et après on apportera des nuances. Mais il va prendre votre scénario et vous n'en entendrez plus jamais parler. Il ne vous convoque pas pour le casting, il ne vous convoque pas sur la table de montage, il ne vous demande rien, etc. Ce que Lubitsch et Billy Wilder ne faisaient pas. Parce que Lubitsch et Billy Wilder, génie entre les génies, avaient assez d'humilité pour convoquer leur scénariste sur le tournage. Enfin bon. En tout cas, en France, le réalisateur va prendre votre scénario et bye bye. Eh bien, en bande dessinée, ça ne se passe pas du tout comme ça. Carole fait des dessins, elle est en train de faire le storyboard en ce moment, et elle nous le soumet tout le temps. Et on fait des allers-retours. Elle ne prend pas le scénario et me dit bon, allez, voilà, et maintenant, va te reposer, moi, je fais ma tambouille. Non, 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 c'est un échange permanent entre elle, la dessinatrice, moi, le scénariste, et l'éditeur de l'éditeur. D'accord. Formidable, formidable collaboration. Et il y a une date de sortie de prévue? Dans longtemps? Et il y a un pitch? Ouais, mais pas maintenant. Ah, c'est trop tôt même pour nous dire le moindre indice sur la BD? Ça se passe pendant l'occupation, mais ça parle plus en Bretagne, avec des enfants. Voilà. Mais ça parle plus d'éducation que d'occupation. Ok. Bon, merci beaucoup Yves Lavandier, c'était un grand plaisir. Peut-être à une prochaine fois sur un autre thème. Merci et puis, François. Bon courage pour la BD, tout ça. Bon boulot. À la Merci. prochaine. Au Au revoir.